conversation-là depuis quelques... Incroyable. C'est parce que c'est l'économie, c'est tout. Hein. C'est parce qu'en fait, les personnes âgées, ça coûte et ça rapporte rien. Et donc, en fait, tu vois, voilà, comme les gens maintenant, tu vois, ils sont. Mais ça te montre, tu vois, c'est tout ça. Ça te montre qu'en fait, on est déjà on est déjà dans une période transhumaniste ou post-humaniste, quoi. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que voilà, c'est un état de fait que maintenant, la vie humaine, c'est plus la valeur absolue. Et voilà, et, tu vois, c'est ça le point, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pour ça que c'est super grave, en fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois ce que je veux dire? Comme tu dis, maintenant, il n'y a plus de discussion. C'est comme ces toutes choses-là qui ont changé, comme l'antisémitisme. Tu vois, maintenant, en France, tu vois, c'est normal de dire qu'on est antisémite, c'est normal tu vois, des trucs de dire mort aux juifs, tout ce que tu veux, blablabla. Alors qu'avant, c'était quoi le tabou, là, là, là. Tu vois, c'est la même chose avec l'euthanasie, avec tout ça, tu vois. Et, qu'est-ce que je te dis? Ça, je sais pas quoi dire. Hein. Ça veut dire, mais voilà, mais ce que je veux dire, toi, tu voulais dire, tu parlais sur les personnes âgées, tu avais dit s'il y avait des personnes. Oui, je disais qu'une des raisons aussi, je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait que il y a un moment où effectivement elle se laisse partir. Et je pense que vous avez tout à fait raison quand vous dites que effectivement c'est lié aussi à est-ce qu'elle ressente qu'il y a des gens qui veulent encore d'eux d'une certaine manière, qui les désirent encore en vie. Et je pense qu'il y a aussi un autre point, c'est le rapport à leur culpabilité. Que le rapport à leur culpabilité fait que à un moment, tout le monde a un rapport à sa culpabilité, quoi qu'il en soit, sur 200 000 choses, c'est pas un problème. Mais je pense que plus on avance dans le temps, plus ça prend de la place et plus d'une certaine manière ça étouffe le rapport à tout un tas d'autres choses. Et je crois que le rapport à la culpabilité fait qu'au bout d'un certain temps, on lâche l'éponge. Et on se dit. Je pense que ce que tu sais, c'est pas ce qui est arrivé, tu vois, ce qui est arrivé à mon père, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais ce que j'ai vu aussi, tu vois, c'est vraiment quand tu fais l'exemple avec mon père, tu vois, bah, il a passé une crise, tu vois, il y a quelques années, et tu vois, il a passé une crise quelques années, tout le monde pensait que c'était fini, tu vois ce que je veux dire, mais simplement psychologiquement. Et là, à ce moment-là, tu vois, il était vraiment, comme tu dis, en fait, il était hyper, il se sentait, tu vois, c'est sa culpabilité, ça le rendait hyper agressif avec tout le monde, hyper, tu vois, ça veut dire, voilà, c'était vraiment une catastrophe, tu vois. Et tu vois, et tu le sentais, en fait, c'est parce que, comme tu vois, tout ce que tu racontes. Et je sais pas, tu vois, moi, je me disais, tu vois, ça veut dire, bon, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, c'était insupportable, personne ne pouvait rester même 5 minutes avec lui parce que, tu vois, il insultait tout le monde parce que, tu vois, ça le rendait en plus agressif, à part la haine qu'il avait sur lui-même. Évidemment, il avait sur tout le monde, sur ses enfants, sur sa femme, sur tout ce que tu veux, tu vois, c'était insupportable et c'était affreux, tu vois. En plus, tu vois, il dormait pas, ça veut dire, tu vois, tu lui faisais des piqûres de Valium, tout ce que tu veux, ça servait à rien, tu vois, je peux t'imaginer le truc, tu vois. Et ça veut dire, et à part ça, tu le voyais, enfin bref, quoi, des hallucinations. Ce que tu veux, ça veut dire hyper grave. Et tu vois, je sais, honnêtement, tu vois, tu vois, je sais pas qu'est-ce que c'est pas. Moi, je sais que moi, j'ai une grande part là-dedans. Tu vois, c'est que moi, je me suis dit, je m'en fous. Tu vois, si à ce moment-là, tu vois, les enfants, ils étaient encore petits, etc. Et moi, si tu veux, tu vois, je voyais qu'avec les enfants, tu vois, les petits enfants, tu vois, ça veut dire là, c'était la seule chose qu'ils pouvaient encore supporter, tu vois. Et en fait, tu vois, avec ça, je pense qu'ils l'ont sauvé la vie, tu vois. Moi, je pense, mais tu vois, ça veut dire, parce que moi, tu vois, j'ai forcé, tu vois, si tu veux, les enfants, tu vois, à rester, tout ça, etc., machin, avec lui. Enfin, moi, j'étais là aussi, tout ça, etc. Mais petit à petit, tu vois ce que je veux dire, tu vois, moi, je dis que c'est des crises, tu vois, que petit à petit, tu vois, il est rentré en paix avec lui-même, tu vois. Et maintenant, si tu veux, ça fait, tu vois, 1 an ou 2, il est complètement apaisé, tu vois, par rapport à lui-même. Et tu vois, c'est super étrange, tu vois, c'est parce que tu vois, je sais, tu vois, mais je pense, tu vois, tu as tout à fait raison qu'il y a un moment où il y a une crise de culpabilité énorme qui apparaît parce que c'est lié à, tu vois, avec cet affaiblissement, avec tout ça, je pense, tu vois, c'est comme tu dis. Mais je pense, tu vois, qu'il y a une capacité aussi, tu vois, de faire la paix avec soi-même et que c'est un, et c'est, tu vois, tu vois, c'est ça aussi, c'est lié à l'entourage. Parce que, tu vois, en fait, eux, ils se sentent vachement coupables par rapport à, tu vois, à leurs enfants, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, à leur activité professionnelle, ce que tu veux. Mais ça veut dire, si jamais, tu vois, ça veut dire, s'ils voient, en fait, qu'il y a de la compréhension, etc., je pense que ça joue. C'est pas suffisant, mais je pense que c'est un facteur, tu vois, de dire, en fait, ah voilà, bon, si jamais, tu vois, les gens ils m'aiment bien, tu vois, mes petits-enfants ils m'aiment bien, ils veulent passer du temps avec moi, c'est toujours ça. En fait, ça veut dire, je pense qu'ils doivent se dire, ou je suis pas si mal que ça, ou bien je sais pas. Ah, ils font une réexpérience de la vie et de l'amour et de ce que c'est que la vie, quoi. Ouais, je pense, tu vois, il y a un déclic, tu vois, qui s'est passé, et tu vois, et je sais pas, tu vois, et tu vois, et ça, et c'est vachement, et voilà, bien que tu vois, en fait, après ça,
tu vois, moi aussi, tu vois, personne ne comprend, tu vois, en fait, mais ça veut dire, ouais, ça veut dire, c'est complètement, ça s'est passé petit à petit, c'est comme une thérapie, tu vois. Mais ça veut dire, après ça, tu vois, si tu veux, il a commencé à écrire, à écrire. Tu vois, maintenant, il fait que écrire toute la journée, mais tu vois, les journaux, il écrit toute la journée. C'est tout ce qu'il peut faire, plus ou moins, il bouge pas tellement. Et tu vois, mais si tu veux, il est super en paix avec lui-même, tu vois, il est vraiment super en paix avec lui-même, tu vois, ça veut dire, tu vois, il fait de la poésie en arabe, il fait des trucs, et ça veut dire, tu vois, c'est que personne ne lit, tu vois, puisque personne ne lit dans la famille, personne ne lit l'arabe, ni rien du tout. Et tu vois, mais Stam, il écrit, tu vois, il dit des choses, tu vois, je sais pas quoi, tu vois, il s'amuse, grosso modo, mais en fait, je sais pas, mais il est content. Votre papa? Maintenant, il a 96. Ouais, il est là. 96, waouh! Ouais. Non, mais, tu vois, mais bien, alors, j'espère jusqu'à 120, hein, j'espère, mais tu vois, mais ça veut dire, c'est sûr, tu vois, que voilà, mais il y a eu des moments, tu vois, ça veut dire, je te dis, c'est là où, tu vois, ils ont fait la condition, tu vois, que moi je vienne et tout ça, etc., parce que, tu vois, parce qu'ils ont vu que ça faisait la différence, donc en fait, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai passé 2 mois en France, tu vois, un mois en été, un mois en hiver, au minimum, quoi, c'est ça Vous êtes l'aîné? non, je suis pas vraiment l'aîné, c'est-à-dire j'ai ma grande sœur. Ma grande sœur aussi, elle s'occupe, tu vois bien, ça veut dire mes 2 sœurs, elles habitent à côté, tu vois, donc elles s'occupent vraiment, ça veut dire rien à dire, elles s'occupent pas mal de mes parents. Mais je pense qu'il y a eu des moments, tu vois, où tu vois, c'était pas facile à gérer, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est le côté psychologique qui est difficile à gérer, tu vois, et c'est pas moi seul qui en a sorti, ça il fallait plus, je pense. Non, j'ai eu la chance que j'avais les enfants avec moi, quoi. Mais aussi, Vous êtes le seul frôme? ouais, ça plus ou moins, ça veut dire maintenant ma sœur, elle fait pas mal d'échouva, quoi. Ça veut dire depuis le 7 octobre, si tu veux, j'ai une de mes sœurs, tu vois, ça lui a fait un super gros réveil, quoi, parce qu'elle a été, tu vois, elle était super intégrée dans le monde goy, tout ça, machin, blabla, et tu vois, si tu veux, pour la plupart des juifs qui étaient en France et tout ça, ils pensaient pas que l'antisémitisme, ça pouvait devenir une norme, tu vois. Et quand ils ont vu, en fait, que oui, tu vois, ça a été une baffe, tu vois, c'était un truc, tu vois, qu'ils n'auraient jamais cru, tu vois, c'est un truc, tu vois, que ça les a, tu vois, ils croyaient que, oh, tu vois, L'antisémitisme qui est devenu une norme, carrément, vous dites. bien sûr, maintenant, c'est complètement normal. Ça veut dire, maintenant, tu sais que, tu vois, dans les examens, dans les machins, dès que tu es un non-juif, n'importe quoi, dans un job, ça, c'est normal. Ça s'est accepté comme un fait maintenant en France. Ça veut dire, je te le dis, c'est sûr, tu vois. Ce qui sauve, tu vois, c'est quand t'as pas un non-juif, tu vois. Si t'appelles, tu vois, à Vigesse, machin, blablabla, ça passe encore parce que les gens font pas le rapprochement. Mais si tu t'appelles, je sais pas, Cohen, Benamou, whatever it is, t'es mort, tu vois. Ça veut dire, ouais, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi. C'est pour ça que tous les juifs maintenant ils travaillent entre eux. Tu sais qu'il y a des non-juifs et tout ça, ils travaillent entre eux. Les profs, tous les profs de maths, les profs machin, tu vois, avant, dans les écoles juives, il n'y avait pas de profs de maths parce que personne ne voulait travailler dans les écoles juives. Maintenant, tous les profs de maths, tous les mecs qui s'appellent Benamou, Cohen, je ne sais pas quoi, ils sont obligés de travailler dans les écoles juives s'ils veulent faire prof, tu vois. Parce que s'ils travaillent dans une école publique, ils se font lyncher, ils se font machin, ils se font. Ça, c'est rien, ça, c'est dans les écoles, mais c'est normal, tu vois, ils ne peuvent pas te protéger. Ça veut dire, si tu veux, l'État, il accepte, et l'État, maintenant, dans l'État, il y a des antisémites, tu vois, open, tu vois, je veux dire. C'est dans le monde du travail, maintenant, le monde français, maintenant, il est open. Ça, c'est vu dans les 7 octobre, puisque, tu vois, c'est là où ça a été le réveil pour eux, puisque il y a des mecs, ils ont fait, tu vois, ce qu'ils ont fait, c'était des crimes contre l'humanité, c'était pas des crimes de guerre. C'était, tu vois, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et si tu veux, et tu voyais que, tu vois, Mélenchon, machin, tout ça, ça veut dire les discours politiques acceptables ou acceptés, tu vois. Et la plupart des Français, ils défendaient. Et tu vois, jusqu'à maintenant, c'est pas condamné, tu vois, si tu veux. Donc, ça veut dire que pour eux, tu vois, et ça veut dire, tu t'imagines ce que ça veut dire pour quelqu'un, tu vois, ma soeur, elle est avocate, tu vois, fiscaliste dans un cabinet, machin, blablabla. Tu vois, tu imagines le truc que c'est, tu vois, ça veut dire pour eux, c'était waouh. Parce qu'en plus, je sais pas, jusqu'à maintenant, je crois que jusqu'avant, il y avait, je sais pas, eu un tremblement de terre ou je sais pas où, il y avait eu, tout le monde avait dit, ah, machin, blablabla, il faut faire de la. Tu vois, alors que là, tu vois, quand il y a eu ça, si tu veux, il n'y avait aucune solidarité, rien. Encore, et ça, c'est avant que ça et tout ça, ils fassent des représailles, que tu peux encore. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire un tremblement de terre? Il y a eu avant ça un tremblement de terre en Ouganda, ou je ne sais pas où, un endroit X, Y, Z, je ne sais pas où exactement. Il y avait une catastrophe humanitaire minime, tu vois, qui a eu lieu juste avant. Et alors là, ça avait été dans tout le monde du business, tu sais, dans toute la bienfaisance, tu vois, il fallait montrer de la solidarité, machin, ragnagna, il fallait, tu vois, dès qu'il y avait quelqu'un qui venait de ce pays-là, dans toutes les boîtes, il fallait tout de suite l'appeler pour lui dire comment ça va, comment ta famille elle va. Et le blabla habituel, tu comprends, si tu veux, de la bien-pensance, tu vois, ça veut dire de la pensée unique, quoi. Et quand il y a eu, après cette histoire-là,
si tu veux, tu vois, personne, tu vois, n'est venu, tu vois, personne n'a parlé à ceux qui étaient juifs et tout ça en disant, est-ce que vous avez de la famille ou est-ce que ça, ou tu vois ce que je veux dire, ça s'est vu énormément. Même dans les boîtes, tu vois, moi j'avais des élèves qui travaillent dans, tu vois, qui commandent à Goldman Sachs et tout ça, etc. C'est des boîtes de juifs. Si tu veux, tu vois, les patrons, tu vois, je te parle des branches même américaines, ils ont rien voulu faire, tu vois, pour montrer un soutien, etc., parce qu'ils avaient peur d'être attaqués. Et si tu veux, dans les branches françaises, c'était carrément, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'antisémitisme, il s'est montré le 7 octobre mondialement, mais surtout en France, tu vois, d'une manière que personne ne s'attendait. Ça a été pour tous ces mecs. Moi, je le savais que, si tu veux, quand tu, ça veut dire, quand tu as grandi, tu vois, quand tu as les yeux ouverts, quand tu vois, quand tu es un mec, moi, tu vois, si tu veux, moi, j'ai jamais été dans le monde extérieur. Donc, tu vois, moi, je savais que, tu vois, que si tu veux, le monde extérieur, tu vois, ils avaient la haine des juifs et tout ça, etc. Et c'était compliqué. Tu vois, il suffit de, si tu veux, quand tu es dans le monde, quand tu es pas dans le monde du business, tu connais, parce que, si tu veux, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, tu vois, j'ai un niveau de vie très bas, tu vois, donc moi, je connais, tu vois, le monde des goys, tu vois, bas, je sais ce qui se passe, tu vois, moi, je suis dans 93, je suis dans les trucs comme ça, tu vois, quand tu connais le monde de la rue normale, tu sais que l'antisémitisme, il est très fort, tu vois, mais quand tu es dans les strates, tu vois, machin, où tu vis dans les machins, avec tous les riches et tous les machins, etc., tu crois que, la bien-pensance, elle est de ton, tu vois, c'est clair que personne, tu vois, tout le monde va défendre, si tu veux, va condamner l'antisémitisme, etc., surtout quand c'est des actes de barbarie pareil, tu comprends, c'est des mecs qui étaient venus, il y avait même pas que des Israéliens là-dedans, tu vois, ça veut dire, c'est des mecs qui étaient partis faire simplement, je sais pas quoi, une discothèque ou j'en sais rien, une partie dans le machin, qui se sont fait, à part les tortures, les viols, les tuer les enfants devant les parents, les trucs que même les nazis, ils n'ont pas fait, et tu vois qu'en France, les mecs, ils ont défendu ça. Tu vois, ça veut dire les hommes politiques, etc. Tu vois, et si tu veux, ceux qui ont défendu les Juifs à ce moment-là, ils ont perdu tout. Ça veut dire ils ont perdu aux élections, ils ont perdu. Ça veut dire ils ont été condamnés. Tu vois, ils ont perdu tout le soutien le soutien qu'ils avaient. Ils ont été exclus de leur parti même. Regarde toutes les élections qu'il y a eu juste après. Ça veut dire législatives. Tous ceux qui avaient soutenu Israël ouvertement dans ça, avant les représailles de ça, je ne te parle pas de la guerre, avant que la guerre commence, je te parle juste après Simchat Torah, ils ont tous été ou éjectés de leur parti, ou perdu les élections quand ils ont été présentés. Point la ligne, tu vois. Et quand il y a eu l'élection à 2 tours, ça s'est vu encore plus, quand il y a eu l'élection à 2 tours, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est disant, tu vois, au premier tour, il y a Le Pen qui a passé, alors tous les Juifs disaient, OK, on va être avec Le Pen, au moins il nous défend. Et après ça, ils ont dit non, mais il faut faire barrage républicain. Tu voyais en fait que l'idée, c'était dans tout ce qui s'est passé dans les élections législatives, tu étais élu si tu étais antisémite. C'est pas plus que ça, pas moins que ça. Tu fais les maths, tu vois, c'est pas plus que ça, pas moins que ça. Ça a montré, tu vois, c'est pour ça que même, tu vois, ça veut dire ceux qui continuent à tenir un discours normal, non antisémite, même pas défensif, tu vois, d'Israël, ils le savent qu'ils le font parce que, tu vois, c'est des mecs comme Macron et tout ça, parce qu'ils savent que eux, de toute façon, ils n'ont pas d'élection à venir. Et tu vois, et aussi, eux, ils doivent dépendre. Et au niveau international, ça reste quand même, tu vois mal vu d'être antisémite. Et c'est pas très fort, mais ça reste mal vu. Tu vois, même Poutine, tu vois, il défend Israël, tout ce que tu veux, etc. Ça veut dire défendre l'antisémitisme. Ça veut dire, il justifie sa guerre sur l'antisémitisme, etc. Donc, ça veut dire, ça reste au niveau international un tabou encore, tu vois, mais que dans les sphères très hautes. Mais ça veut dire, tous ceux qui ont des élections à faire, ils sont tous antisémites parce que la population est antisémite, tu vois, ça veut dire, mais très fort. Je suis pas 100% d'accord avec vous. En tout cas, mais c'est ce que c'est vu, tu vois, et ceux qui étaient dans le monde du travail. Regardez, l'élection de Trump. Oui, ça c'est à l'Amérique, c'est une autre histoire. Non, c'est pas l'autre histoire. Milei, pareil. Sauf en France, il y a un affrontement à venir, je pense, ou j'espère pour eux, entre eux et la population arabe qui va arriver à un moment ou à un autre. C'est que tu comprends, je vais te couper, mais c'est parce que ce qui est super, ça c'est super évident si tu regardes les websites et tout ça, etc., c'est que l'extrême droite française, contrairement si tu vois à l'extrême droite américaine, c'est l'extrême droite américaine, il y a de l'antisémitisme dedans, mais c'est une frange vraiment minoritaire, si tu veux. Ça reste, tu vois, puisque en fait, si tu veux, les protestants, ils ont un amour des juifs. Si tu veux, il y a beaucoup, il faut voir, tu vois, c'est-à-dire, il y a un truc super culturel, c'est que les protestants, ils se voient comme la continuation des juifs et pas du tout. Et ça veut dire pour eux, c'est comme si tu vois, les catholiques, c'est comme si tu veux, c'est ceux qui ont détruit les juifs, tu vois, et qui se sont en fait. De la même manière qu'ils ont détruit les protestants, tout à fait. Exactement, c'est ça. Donc il y a un lien, si tu veux. En Amérique, c'est très fort et ça reste comme ça.
Mais en France aussi, pareil. La culture protestante française, elle est pareille. Elle est très faible, c'est vrai, mais il y a très peu de protestants en France, si tu veux. Et ils sont hyper minoritaires. Et je veux dire, tu vois, il suffit de regarder le website. Non, mais il y a très peu de croyants birlal en France. Voilà, c'est ça. Mais, donc, si tu veux, si tu veux, un truc est sûr, tu vois, moi, je peux te le dire parce que tu regardes les sites web de l'extrême droite. Tu vois, moi, je suis fréquente. Pour ça, je dis, moi, je suis vachement dedans parce que moi, je suis là-dedans. Tu vois, mais ce que je veux dire, ça veut dire ils sont antisémites, mais tu ne peux pas t'imaginer à quel point. Et ceux, encore une fois, qui ne sont pas. Je donne un exemple. Tu vois, un mec de l'extrême droite qui est pas antisémite, c'est Asselineau. Et tu vois, ça veut dire, et pas parce qu'il est antisémite, machin truc, il ne veut jamais se prononcer là-dessus. Mais quand tu regardes les commentaires, tu vois, sur ces vidéos, tous les mecs, tu vois, tous les commentaires, ils disent, ouais, mais pourquoi vous attaquez pas les juifs? Ouais, c'est la faute d'Israël, c'est la faute des juifs, c'est la faute d'Israël, c'est la faute des juifs. Et lui, il est obligé de boucler le commentaire constamment. Et ça, c'est un des types, tu vois, c'est le seul type qui a encore jamais passé le Rubicon de dire, tu vois, de dire quelque chose anti-Israël. Les autres, tu vois, ça veut dire, ils sont. Bardella, il est hyper. Ouais, parce que si tu veux, parce que pour eux, ça leur a servi simplement, tu vois, c'est ce que tu as vu, ça leur a simplement servi d'aller contre le LFI en disant, voilà, parce qu'il fallait bien choisir un côté. Tu vois, une fois que le LFI a tout le vote arabe, alors tu dis, aucun, je vais prendre le vote juif. Si vous prenez les AfD en Allemagne, si vous prenez la Giorgia Meloni, si vous prenez Trump, tous ces types-là, même un Viktor Orban, c'est pas l'extrême droite qu'on a connue. Alors peut-être que la France, elle est encore d'une certaine manière archaïque sur tout ça. Parce qu'en France, parce que l'extrême droite en France, elle est pourrie dans l'os et elle existe depuis toujours. Et l'Allemagne, d'une certaine manière, elle a été obligée de faire le choix par rapport à tout ça. Quand même, mais c'est moyen. Tu vois, c'est-à-dire, si tu regardes la politique, tu vas voir que la politique allemande et les déclarations allemandes par rapport à Israël et par rapport aux Juifs, elles sont de moins en moins pro-Israël. Ça c'est clair. Par rapport à ce qui s'est passé, c'est clair. Voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, honnêtement, de toute cette histoire-là, ça veut dire le truc du 7 octobre, tu vois, je veux dire, c'est un mais truc. Ça ne parle pas de l'extrême droite. Moi, je dirais que l'intelligentsia progressiste, mondialiste, macroniste, tout cela, aujourd'hui, ça, c'est une frange vraiment antisémite du monde, pour moi. Pour moi, il y a une vraie dimension antisémite chez ces gens-là, parce que d'une certaine manière, ils ne prennent pas la défense d'Israël et ils continuent à vouloir faire exister les Palestiniens. Et ils sont profondément en réalité antisionistes. Et ils veulent qu'Israël reste d'une certaine manière sous la coupe de l'ONU, sous la coupe et le sang juif, ça les embête pas qui coule. Mais tu vois bien, même leur propre sang, ça leur embête pas qui coule. Tu vois bien, si tu veux, les valeurs humaines aujourd'hui disparaissent. Tu vois, dire, mais ce que je veux dire, ne crois pas que l'extrême droite c'est mieux. Ça veut dire l'extrême droite. Je ne crois pas que l'extrême droite c'est mieux, mais je dis juste que l'extrême droite aujourd'hui, qui est en Europe, en tout cas de tous ces partis populistes, c'est pas l'extrême droite qu'on a connue. Peut-être, mais ça veut dire, mais le problème, ça n'empêche pas que l'extrême droite qu'on a connue continue d'exister en France, avec toutes ces ordures de Radio Courtoisie et tout qui peuvent continuer à exister et qui ont ce rapport obsessionnel, taré aux Juifs qu'ils pouvaient avoir chez Céline ou chez Brasillac et compagnie. Mais qui est excessivement, et du moment qui est excessivement populaire, c'est ce que les élections elles te montrent, c'est que le soutien populaire, et si tu veux, en fait, populaire chez les Arabes aujourd'hui, qui n'est pas populaire chez les Goyim. C'est pour ça que j'ai regardé les websites d'extrême droite. J'ai celui du Pierre, c'est un des trucs, mais il y en a plein d'autres. Et les autres websites d'extrême droite, quand tu vois, je peux te montrer les mecs qui sont pro-Bardella et tout ça, etc. Ils sont tous obligés de dire, non, tu vois, par exemple, ils sont obligés de dire, oui, qu'est-ce qu'Israël faisait à la commémoration de Auschwitz? C'est eux les nazis aujourd'hui. Et ça, dans tous les websites d'extrême droite, tu le trouves. Je te le garantis. Je peux te les montrer comme ça, les lignes, les uns après les autres. Tu vois, il ne faut pas ouvrir tu vois, les yeux. Et ça veut dire ça, si quelqu'un ne le voit pas, tu vois, c'est comme ma sœur. Tu vois, ça veut dire, vous allez vous réveiller et tu vois un jour après. Ça veut dire, le truc, c'est qu'en fait, l'antisémitisme, il est dans la population française et européenne. Ça veut dire ancré. Et ça veut dire, et les hommes politiques, ils font que réagir à ça, tu vois, ça veut dire, et les messages, tu vois, des élections, elles sont toujours très nettes, tu vois, ça veut dire, si tu veux être élu, il faut que tu sois antisémite, parce que, et l'idée, si tu veux, on a l'impression que l'antisémitisme, c'est en train de devenir la nouvelle identité nationale française, sur laquelle les Arabes et les Français, ils peuvent se rejoindre, ils peuvent se retrouver, et c'est ça le point, et c'est ce qui est en train d'arriver. Tu vois, et ça c'est clair, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, et je ne sais pas comment c'est en Allemagne, je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais c'est très possible que ce soit la même chose. Moi, je peux te dire que je ne connais pas l'allemand, donc je n'ai pas regardé les websites en Allemagne. On est d'accord que ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Non, aux États-Unis, c'est moins grave. Ça veut dire, aux États-Unis, si tu veux. C'est moins grave, c'est complètement opposé, même. Honnêtement, tu vois, c'est très compliqué. Tu vois, l'antisémitisme, il y a un antisémitisme latent aux États-Unis qui est beaucoup plus compliqué que tu vois que ce qu'il est.
Ça veut dire que le racisme aux États-Unis, d'une manière générale, tu vois, il est différent, si tu veux. C'est-à-dire que, tu vois, la grande différence aux États-Unis, c'est que le pays est tellement grand et tellement riche qu'en fait, tu vois, tu peux faire ta vie, tout le monde s'en fout. Tu vois, ça veut dire, t'as pas besoin, ça veut dire, tu vois, les mecs, les Hasidim, ou j'en sais rien, ils ont leur vie là, ou même le FBI, il a peur d'entrer, ils sont venus une fois avec les tanks et tout ça, tellement ils avaient volé du fric au gouvernement, etc. Mais ça veut dire, et c'est pas grave, tu vois, ils sont venus avec les tanks, ils ont venu prendre prendre les papiers qu'il y avait pour faire la compta, et ils sont repartis, ils ont laissé le truc comme ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est la même chose avec les Mormons, c'est la même chose avec tout ça, ça veut dire, en Amérique, c'est que tu vois, les mecs, en fait, c'est le foutoir, les États-Unis. Ça veut dire, le pays est tellement grand que tu vois, ok, tant que tu vois, ça veut dire, tu vois, tant que tu as ton carte, tous les mecs, ils sont en ghetto, ils ont leur ghetto, ils ont leur ville, leur machin, et tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas, donc, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme ça que ça marche. Après ça, tu vois, ça veut dire le monde du business, tu vois, comme ça, après ça, des grandes boîtes, des machins, etc. Quand c'est pour le business, il n'y a pas de racisme, tu vois, ça veut dire, si tu as une idée business quelconque qui marche, tu vois, on travaille avec toi, si non, non, si oui, oui, si tu vas entendre tube, tu entends pas, tu vois, si tu veux, en Amérique, le racisme, il n'existe pas parce qu'en fait, au fond, tu vois, dans les universités, oui, tu as le racisme, voilà, c'est que dans les collèges. Dans le campus de collège, c'est là où, en fait, il y a une sorte de melting pot qui dure à peine, ça veut dire, où tu vois plus ou moins tout le monde se retrouve, et là, tu vois, c'est un peu la merde, c'est un peu n'importe quoi, tu vois, ça veut dire vraiment n'importe quoi. Mais après les années collège, tu vois, ça veut dire que chez les Américains, ok, ça a un impact, mais tu vois, qui dure 3 ans, on va dire, tu vois, ça veut dire en Amérique, tout le monde est démocrate pendant 3 ans. Après la sortie du collège, au bout de 5 ans, quand tu commences à faire de l'argent, tout le monde devient républicain, tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'idée, tu vois, tu vois, et voilà, c'est tout, j'en sais rien, mais voilà, après ça, il y a de l'antisémitisme qui existe quand même, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, ça serait pas étonnant, tu vois, ça veut dire, tu sais, comme tout va bien en Amérique, tu comprends, ils n'ont pas besoin d'avoir trouvé un bouc émissaire pour dire, voilà, c'est lui qui nous fait le mal, parce que tout va bien, tu vois, mais au moment où tu sais pas comment les gens vont réagir, tu vois, ça veut dire que si jamais les choses elles commencent à aller mal, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, c'est clair que voilà, c'est tout, voilà. J'en sais rien, mais ce que je peux te dire en tous les cas, c'est qu'en Europe, l'antisémitisme, il est excessivement fort, il est excessivement vrai. Tu sais pas, il est complètement, il est irrationnel. Donc, dans toute l'histoire, ça a toujours été irrationnel de toutes les manières. Mais il est complètement présent, et tu peux pas ça veut dire, le 7 octobre, pour ceux qui habitaient en France et tout ça, ça a été très, très net parce que tu vois ce qu'ils ont fait, les Palestiniens à ce moment-là, et je te dis, en fait, je parle pas de la réaction de ça après, que tu peux dire condamner, là, tu peux dire oui, non, blablabla, et encore, tu vois, mais c'est-à-dire, l'idée, c'est que ce qu'ils ont fait pendant ces jours-là, avant que ça réagisse, même à ce moment-là, il n'y avait pas de condamnation, tu vois, je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, et je te dis, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu vois, maintenant, et voilà, il y a plein de juifs qui se sont réveillés à ce moment-là. Tu vois, dont ma sœur, mais ça veut dire plein de juifs. C'est à ce moment-là, il y a plein de nouvelles associations qui sont venues pour aider Israël. Ils ont fait plein d'associations françaises qui envoient de la thune, qui envoient ci, qui machin, blablabla, qui font le soutien. Alors qu'avant, tu vois, voilà, mais et en même temps, ils sont aussi rapprochés vachement du judaïsme, tu vois. Ça veut dire parce que tu vois, c'est un peu comme avant la Shoah, tu vois. Ça veut dire il y a un mouvement comme ça de teshuva, de machin, voilà, tu vois. C'est tout, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que quand tu m'as demandé si c'est tout ça, c'est parce que tu m'as demandé ce que j'étais seul front. On vient étudier, tu vas bien étudier au lieu de parler des choses pareilles. Mais tu vois, mais voilà, c'est tout. C'est sûr que ma soeur, elle a changé, même mon petit frère, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, il y en a, c'est compliqué, tu vois, c'est vraiment compliqué. Vous avez quoi, 2 frères, 2 sœurs? Ouais, j'ai 2 frères et 2 sœurs, tu vois. Vous avez 2 frères et 2 sœurs, vous étiez 5? Ouais. Ouais, j'en sais rien, tu vois, même mon petit frère, tu vois, je sais pas, je vais les revoir tous là-bas à la Bat Mitzvah, donc je te dis la situation. Au niveau du judaïsme, tu vois, il y a eu des hauts et des bas, quoi, ça c'est clair, tu vois, et ça veut dire, j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, j'ai tout, moi, j'ai tout dans ma famille. J'ai ceux qui sont mariés avec des goys, ceux qui sont mariés avec des réformes, ceux qui sont mariés avec, tu vois, c'est-à-dire ceux qui sont homosexuels, ceux qui sont transgenders, j'ai tout, tu vois, j'ai tout le panel. Au niveau des frères et sœurs, il y a des homosexuels? Ouais, j'ai un petit frère que je sais pas, jusqu'à maintenant, c'est jamais très net, tu vois. Il s'est marié, il a eu des enfants, puis il a divorcé. Là, je crois qu'il vit avec un homme, je suis pas très clair, je suis pas très sûr. Ouais, c'est pas grave, ça veut dire, je sais rien. C'est très intéressant parce que en étudiant la Guéroute, on revient à étudier ce que c'est que cette identité juive. Ouais. On va chercher dans ce que c'est que le fait de changer d'identité. Ouais. Et pour moi, en réalité, tout cet antisémitisme dont on parle, et ce judaïsme, et qui est aussi la question de qu'est-ce que c'est que ce judaïsme, parce que aujourd'hui, il n'y a plus d'antisémitisme.
Il n'y a plus que de l'antisionisme. C'est ce qu'ils disent, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas vu je vois pas la différence vraiment. Mais, voilà. Mais c'est que jusqu'à il y a encore 15, 20, 30 ans, on pouvait dire, moi, je suis antisioniste, mais je ne suis pas antisémite, je tolère les juifs et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a un tel discours qui consiste à dire, et je pense à juste titre, qui consiste à dire, mais si tu es juif, tu ne peux pas ne pas être sioniste. Et être juif sans être sioniste, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et encore plus dans le regard des antisémites. Ouais, moi, je pense dans le regard. Donc, en réalité, aujourd'hui, tous les juifs du monde ne sont plus la diaspora de Bar Korba, ils sont la diaspora de Herzl et de Ben Gurion et de Bibi. Oui, en réalité, il n'y a pas de juif qui n'est pas un Israélien. Ça veut dire, c'est vrai, contre leur gré, quoi. Moi, si tu veux, moi, c'est un des trucs que quand moi je faisais les cours à New York, tu vois, dans les années trucs, moi, je me suis vachement, tu vois, il y avait plein de, tu vois, des élèves qui venaient de Sciences Po et tout ça, etc., qui c'était, tu vois, que vous avez, tu vois, parce que ceux qui étaient à Sciences Po, sont eux aussi qui ont vécu l'antisémitisme, ils ont vu la chose bien en avance. Parce que tu vois, c'est à Sciences Po que, si tu veux, ça s'est formé, tout cet antisionisme et tout ça. Et moi, je comprenais pas parce que moi, j'étais pas sioniste. Moi, jusqu'à maintenant, je suis pas sioniste, tu vois, au fond. Et tu vois, ça veut dire comment? C'est là que vous vous trompez, mais c'est pas grave. C'est sûr que tu es forcé à être sioniste par l'égoïsme, quoi. Ça veut dire, c'est comme Sartre qui disait, tu vois, ça veut dire, sur ce point-là, c'est clair que c'est les antisémites. Sartrien, c'est la question juive sartrienne. Voilà, c'est ça, mais ça veut dire que c'est clair. Moi, je pense, en tout cas, je veux dire, voilà, en tout cas, c'est du sionisme. Si je suis sioniste, c'est comme tu dis, c'est parce que les autres me voient comme ça, mais ça veut dire, en fond, moi, je ne le suis pas du tout, tu vois. Et ça veut dire, mais ils sont en train de vous dire que ça n'a pas de sens. Ok, je m'en fous. Ils ont raison. Voilà, c'est une fausse question. Voilà, exactement. C'est une question qui ne se pose pas, on va dire maintenant, puisque voilà, comme tu dis, c'est de facto. Donc, ça n'a pas de sens d'en débattre. Je suis d'accord que c'est une question qui n'a pas de sens. Mais moi, au fond, ça veut dire, en tout cas, si je suis sioniste, ça ne serait pas par choix, en tous les cas. Ni par conviction. Mais tu vois, mais voilà, mais ce que je veux dire, voilà, et je me rappelle qu'à cette époque-là, tu vois, quand je discutais avec tous ces élèves de Sciences Po et tout ça, et eux, ils comprenaient parce que moi, je disais, non, il y a de l'antisémitisme, de l'antisionisme, et moi, je me disais, les Juifs, ils ont tort de s'associer à Israël, parce qu'en fait, voilà, ça veut dire qu'après eux, ça veut dire, si tu veux, ça a été, il y a eu deux choses. D'abord, il y a eu un jeu, tu vois, de Bibi, et déjà, dans les années, tu vois, quand il avait foutu il était parti sur l'esplanade, avant la deuxième intifada, ou un truc comme ça. Ouais, c'est Sharon, Sharon. Tu vois, il avait excité et tout ça. Après ça, il était venu en France, il avait fait des actes antisémites en France et tout ça, etc. Et tu vois, donc il y avait un jeu, il y avait un jeu pour stimuler la LIA, en fait, si tu veux, en sachant que les Juifs en France, ils étaient dans une situation, on va dire, plus fragile, tu vois, justement de les mettre en danger pour que justement ils s'associent, pour qu'ils viennent. Tu vois, c'était un petit peu un truc comme ça. Il y a eu un jeu politique, clairement, tu vois, qui m'a fait d'ailleurs encore plus haïr Israël, tu vois, parce que tu vois, c'était vraiment du cynisme et tout ça, et puis le retour, tu vois, ce qu'il avait fait avec l'Exodus et tout ça. C'est pour ça que je suis pas sioniste, parce que les gouvernants d'Israël, ils aiment pas les Juifs, tu vois, c'est un point, tu vois. Et ça veut dire, si tu dis, ouais, le champ juif ne compte pas pour Macron, bah, il ne compte pas non plus pour Bibi, hein, ça je peux te le dire. Et tu vois, et tu vois, et c'est ça le problème, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est pas la première fois qu'il faisait ça, tu vois, c'est dans l'histoire d'Israël, ça arrivait des milliards de fois, et pendant la Shoah, c'est hyper documenté, etc. Donc, tu vois, donc ça veut dire, donc voilà ce que je veux dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, ok, mais moi c'est pour ça que je disais, les Juifs, ils ont tort de s'identifier à soutenir Israël tout le temps, parce qu'en fait, c'est normal qu'après, ils jouent ce jeu-là, et après, il ne faut pas s'étonner que l'antisémitisme, ça devient l'antisionisme devient l'antisémitisme. Mais eux, tu vois, ceux qui étaient à Sciences Po, qui avaient des profs, tu vois, antisémites, antisionistes et tout ça, ils disaient, non, mais tu ne comprends pas que c'est eux, ça veut dire chez les goïms, c'est complètement, l'association, elle est déjà faite, et c'est eux qui la poussent, tu vois. Et donc, ça ne sert à rien que les Juifs s'identifient à Israël ou pas, ça ne change plus rien. Bon, c'est vrai, maintenant c'est clair qu'aujourd'hui c'est vrai, tu vois, c'est sûr, c'est vrai. C'est avéré. C'est avéré, quoi. Je veux dire, voilà, c'est toujours c'est avéré, etc. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Moi, j'en sais rien, tu vois, je m'en fous, tu vois, à la fin. C'est avéré, mais c'est avéré à raison. Ah oui, à raison, j'en sais rien. C'est avéré à raison, pourquoi? Parce que juif, qu'est-ce que ça veut dire, juif? Juif, ça veut dire descendant de la diaspora de ceux qui ont mené la guerre de Judée contre les Romains et qui se sont retrouvés en exil suite à l'exil de Rome d'il y a
de 1900 ans, 1930 ans, 40 ans. Ok, c'est ça, juif. C'est ça, on parle, oui. La définition de juif, c'est que ça. On est d'accord. Ouais, peut-être, oui, on va dire, oui. C'est les descendants des Judéens qui se sont battus contre les Romains, qui ont perdu contre les Romains et qui sont partis en exil depuis et qui transportent avec eux cette identité-là qui s'appuie sur une identité qui était déjà elle-même millénaire, inscrite dans une identité nationale très forte, qui elle-même avait déjà connu plusieurs exils et qui ensuite se retrouve en exil depuis 2000 ans aujourd'hui et qui crée à ce moment-là la notion de religion. Parce que avant, peuple, religion, il n'y a pas de dissociation, ça n'existe pas. Il n'y a pas peuple et religion, c'est pas quelque chose qui peut être dissocié à aucun moment. Et qui crée à ce moment-là cette notion de religion qu'on peut prendre dans sa valise et partir dans le monde entier, et tout en gardant son identité, sa religion. Ça dure 2000 ans. 1900, l'idée d'une renaissance, elle reste en nous pendant 2000 ans, et on y tend, et on la veut, et on la désire, et tout ça. On ne la concrétise pas vraiment, même s'il y a eu des tentatives de retour, tout ça. Mais le retour, en tout cas lui-même, il est attendu, demandé, prié 50 fois par jour, c'est pas ça qui manque. Et arrive Herzl, et il dit, ce retour-là, ça peut prendre la forme d'une existence nationale, nationale étatique moderne, que prennent la forme des autres États-nations dans le monde entier, et c'est jouable. C'est jouable de créer ça sur le modèle des autres États-nations mondiaux, des autres États-nations qui existent dans le monde entier. Du droit des peuples à exister eux-mêmes, tout ce truc-là et tout. Et 1948, ce qui se passe mécaniquement, c'est que tous ces juifs dans le monde entier qui étaient les descendants de la défaite contre Rome, deviennent automatiquement, mécaniquement, non plus la diaspora de Rome, mais la diaspora de Ben Gurion. Ok, si je veux, ouais, c'est possible, c'est vrai, comme tu dis, ouais, sauf si, en fait, on avait dissocié la religion tu vois, si tu veux, de l'État d'Israël, quoi, comme tu dis. Ça veut dire, il y a quand même une option qui est de dire, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça que les orthodoxes ne sont pas reconnus du tout dans l'État d'Israël, c'est parce qu'ils ont dit, voilà, tout ça, c'est à mesure que, tu vois, c'est comment tu vois la religion, quoi. C'est tout, parce que toi, tu as une vision, on va dire, hegelienne de la religion, où Dieu, c'est l'État, etc., et qui était la vision de Rav Kook et tout ça, etc., qui est une vision, en fait, hyper, ça veut dire, voilà, hyper, comme tu dis, voilà, c'est une manière d'envisager la religion, tu vois, c'est une manière, tu vois, c'est d'envisager, d'identifier l'État et Dieu, quelque chose comme ça. Et le peuple avec Dieu, etc. C'est-à-dire qu'avant Bar Korba et avant l'exil de Rome, on peut considérer, enfin, on ne peut pas considérer autrement la notion de relation entre une identité, entre guillemets, nationale et une identité religieuse que dans un truc qui est complètement collé. C'est pas nécessaire, tu vois bien, puisqu'on a l'impression, comme tu dis, ça crée, c'est toi-même qui as dit, c'est les Juifs qui ont créé la notion de religion. Et tu vois bien, en fait, que c'est ce que ça montre. Ça montrait, tu vois, que, en fait, à partir du moment où on allait en exil, en fait, on allait déconnecter cette idée de nation avec cette idée de religion. Et si tu veux, ça existait, on va dire, déjà en substance, ça veut dire, c'est pas évident, mais quand tu regardes dans la... C'était pas une foi. C'était pas une foi, c'était une identité. Alors, la notion de foi et la notion de vraiment décollage qu'il y aura ensuite, ça, c'est le catholicisme qui va l'instaurer. Je ne suis pas certain. C'est vraiment, ce que tu dis, c'est une lecture, tu vois. C'est vraiment une lecture très... tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une lecture. C'est une lecture possible, tu vois. Puis il faudra vraiment... tu vois, ça veut dire... Quand même, tu vois, je veux dire voilà, tu vois, la notion de Emouna et compagnie, elle existe quand même, tu vois. Ok, alors tu me dis, est-ce qu'elle existe vraiment dans la Torah? Ouais, il y a Vayamin Bachem, tous ces machins-là. C'est beaucoup dans la Genèse, tu vois. Même tu vois, ça existe quand même, tu vois, ça veut dire, encore une fois, c'est beaucoup dans la Genèse que tu vas retrouver, mais dans les prophètes aussi nettement, tu vas retrouver ça.
Et ça veut dire, tu vois, avec l'histoire de Job, avec plein, tu vois, ça veut dire, c'est pas une notion catholique, tu vois, ça veut dire, c'est encore une fois, ça existait dans la Torah. Est-ce que à l'époque, tu vois, tant que tu as le rite sacrificiel, tant que tu as la loi et le rite sacrificiel, est-ce que tu vois la Emouna, quel sens elle a là-dedans, tu vois? Et ça, c'est une question que tu peux demander. C'est vrai que c'est différent. Mais encore, tu vois, ça veut dire, voilà, on a l'impression, je ne sais pas, tu vois, comment te dire, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, moi, ça veut dire, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, ça veut dire, on a l'impression que déjà avant, ça veut dire, parce que si tu veux, pour t'expliquer l'histoire, ça veut dire la manière, en fait, d'une manière, on va dire, théologique, de faire coïncider, si tu veux, l'aïmouna avec la loi, en fait, si tu veux, ça veut dire de dire que c'est pas deux choses différentes, puisque normalement, tu vois, ça devrait l'être, puisque l'aïmouna, on va dire, c'est la foi en Dieu, etc. C'est quelque chose de très personnel, de subjectif, et donc normalement, ça peut pas être lié à des lois qui sont codées, qui donnent, tu vois, qui sont données au peuple, quelles qu'elles soient les lois, et ni à un rite sacrificiel, tu vois, puisqu'à priori, le rite sacrificiel, c'est quelque chose qui est vachement plus proche, tu vois, de l'idolâtrie ou des trucs comme ça, mais c'est pas lié à la foi monothéiste telle qu'elle existe, tu vois, on va dire dans la Genèse, tu vois, etc. En fait, tu vois, c'est pour ça que tu vois, l'aïmouna existe déjà dans la Genèse, c'est ça ce que je voulais dire. Si tu regardes dans le Pentateuque, c'est vrai qu'à partir de l'Exode et tout ça, etc., Moshe, tu vois, on a l'impression que tu vois, ça veut dire, c'est vachement, on va dire, très, très, voilà, ça veut dire, l'aïmouna, elle disparaît, on va dire un peu, dans le livre de Moshe, bien que tu en dis, voilà, c'est dit, les Juifs vont pas avoir l'aïmouna, ils ont l'aïmouna, et blablabla, mais c'est un Moshe, c'est pas un mec de l'aïmouna, quoi, si tu veux. C'est un mec, tu vois, qui donne la loi et qui veut une réalisation, si tu veux, politique, d'un idéal dans le monde présent. Et c'est pour ça qu'il parle jamais du monde futur, que tu vois que toutes les promesses, elles sont dans ce monde-là, toutes les réalisations, elles sont dans ce monde-là. Il n'y a aucune réalisation à venir, si tu veux, au maximum. C'est pour ça que Hachem, il punit en disant, tu la verras pas, ta réalisation, justement, parce que tu es un homme politique. Si tu vois, il y a que les idéalistes qui peuvent voir la réalisation de leurs idéaux, tu vois. C'est le paradoxe, tu vois, mais ça veut dire, l'idée, ça veut dire, tu vois, c'est ce que Moshe, il dit, tu vois, si tu as raison sur ce que tu dis, c'est si tu commençais à l'Exode, si tu commençais à Moshe, ouais, c'est vrai, il n'y a pas d'émouna, mais en fait, quand tu regardes dans la Genèse, tu vois qu'il y a l'émouna. Maintenant, pour revenir à la question, c'est comment ça peut s'articuler, tu vois, comment ça peut s'articuler. La seule manière, tu vois, d'articuler la émouna, tu vois, telle qu'elle est dans la Genèse, avec la loi et le rite sacrificiel, en fait, c'est la Kabbale. Tu vois, et ça veut dire, et maintenant, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, la Kabbale, c'est quoi? La Kabbale, c'est de dire, en fait, les lois, en fait, elles sont humaines. Le rite sacrificiel, c'est quelque chose, en fait, qui est humain. Ça veut dire qu'il y a un désir humain de vouloir, tu vois, de se connecter à Dieu à travers une action, même si elle est complètement absurde par rapport à un Dieu qui est transcendant. Mais, en fait, du fait que, tu vois, que ce qui est humain est divin, quelque part. Tu vois, en tous les cas, et ce qui est humain, ça veut dire, c'est ça l'idée, tu vois, de la Kabbale. L'idée principale de la Kabbale, c'est de dire, en fait, Dieu, il a créé l'homme à son image. Et donc, dans la relation que Dieu a avec le cosmos, en fait, l'humain a une valeur cosmique, quoi. Il a une valeur transcendantale, etc. Et tu vois, et c'est ça, ce que je veux dire. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que cette histoire de la Kabbale, si tu veux, elle est datée d'avant le christianisme, tu vois. C'est-à-dire, tu vois ça, ce que je veux te dire. Tu vois, ça veut dire, donc c'est pas que le catholicisme a inventé la Emouna et qu'avant ça, il y avait qu'une religion d'État à la Hegel, une relation, tu vois, une religion. Tu vois, si tu veux, les protestants, ils sont très comme Moshe, tu vois, ça veut dire pour eux, ça va se réaliser dans l'histoire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis Emouna, je dis pas un rapport à Dieu. Oui. Enfin, d'une certaine manière, oui, mais je dis pas un rapport à comment dire, je dis pas une dimension purement spirituelle. Je dis un rapport transcendantal à la divinité qui dépasse la dimension nationale. Et ça n'existe que chez le catholicisme. C'est-à-dire que malgré tout, même Abraham à Ivry, même dans comment dire, dans la famille de Yaakov, il y a une dimension de relation à Hachem qui existe, mais cette relation à Hachem, elle est toujours inscrite dans une appartenance à un peuple, même plus qu'à un peuple, à une famille. À venir, ou une famille à venir. Et le catholicisme, il va venir dire, vous êtes en réalité, c'est toute l'humanité qui est concernée par cette histoire. Et c'est toute l'humanité qui peut se connecter à Yudke Vavke. Et la foi n'a plus
de lien nécessaire à une existence historique, politique. Encore une fois, tu vois, tu as le contre-exemple de Hitro, tu vois, etc. Ok, tu vas dire, ok, c'est un contre-exemple. Tu vois que lui qui refuse, tu vois, à faire partie de, tu vois, c'est ce qu'on est en train d'étudier, tu vois, c'était là où on était parti. Et que c'est là aussi, tu vois, comme je t'ai dit, c'est dans le paradoxe de la conversion. C'est le problème, c'est que dans Hitro, on a l'impression que lui, il accepte les mitzvot, il n'accepte pas ça veut dire de faire partie de l'histoire juive. Tu vois, c'est pour ça qu'il refuse d'aller en Israël, etc., ouais. etc. Et que Moshe, il accepte, on va dire, ce choix. Et que d'un autre côté, si tu veux, on a dans Route l'idée où on ne lui demande pas d'accepter les mitzvot ni la Torah, on lui dit simplement d'accepter mais Yitro, c'est pas si clair que ça, parce que les Midianim, on considère que c'est effectivement un peuple ami, Yitro, qui a converti tout le peuple, c'est le premier qui fait, c'est la première bracha, non? Ah non, c'est Eliezer la première bracha. Oui, je sais pas, ça veut dire, ouais, peut-être, j'en sais. Mais malgré tout, ça reste quand même ça reste à plein d'endroits, il faut les éviter aussi, les Midianim. Non seulement c'est la dernière chose que Moshe demande, c'est de détruire les Midianim, puisqu'ils sont finalement éradiqués, mais les enfants d'Yitro, ils restent, tu vois, si tu veux. Les enfants d'Yitro, à la fin, ça veut dire on les retrouve plein de fois, comme tu dis toujours, à côté de Amalek, puisque tu vois, la première chose que Shaoul, il doit dire quand il va attaquer Amalek, il demande aux descendants d'Yitro de se séparer d'Amalek. On retrouve les descendants de Yitro, encore Yaël, qui tue le général Sisra, qui était justement Sisra, qui est venu se réfugier chez elle, parce qu'elle était une descendante de Yitro, et qu'il y avait la paix entre Sisra et les descendants d'Yitro. Donc, ça veut dire encore une fois les descendants d'Yitro qui sont associés avec les ennemis d'Israël. Ça veut dire on retrouve les descendants d'Yitro comme non condamnés, comme membres du Sanhédrin, puisqu'il est marqué ceux, tu vois, il y avait des descendants d'Yitro qui sont membres du Sanhédrin, mais qui en même temps sont associés avec les ennemis d'Israël. Comme si on a l'impression, tu vois, que c'était, mais que tu vois qu'ils retournent leur veste au bon moment, on va dire, j'en sais rien. Tu vois, c'est-à-dire, puisque tu vois, elle va tuer le général qui est venu se réfugier en confiance chez elle, etc., et après elle est glorifiée. Et bon, et dans le cas de Shaoul, tu vois, ça veut dire, Shaoul demande simplement aux enfants de Yitro de se séparer, tu vois. Mais bon, pas qu'ils soient attaqués avec, mais ça veut dire, tu vois, on a l'impression, moi, ce que j'ai l'impression, quand tu regardes l'histoire de Yitro, tu as l'impression qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont, en fait, tu vois, qui sont dans une position du seuil, qui sont, en fait, tu vois, c'est comme si tu as besoin d'avoir, c'est comme si, en fait, Israël avait besoin d'avoir un allié qui est pas juif, ou tu vois, qui est juif, tu vois, mais qui est pas israélien, quoi. Ça veut dire que les gens qui sont juifs et non israéliens, ça serait plus ou moins les descendants d'Yitro, en fait, ils sont hyper pratiques, en fait, au niveau, je ne sais pas comment dire, au niveau, on va dire. Est-ce qu'ils sont juifs et pas israéliens? Je ne pense pas compliqué qu'ils soient juifs mais pas israéliens. Mais c'est ça, a priori, leur point, leur statut, puisqu'ils n'ont pas de part dans la terre d'Israël. On peut dire qu'ils sont peut-être catholiques ou je sais pas. Parce que si on dit que carrément ils font partie du Sanhédrin, tu vois, parce qu'il y a marqué qu'il y a des descendants de Yitro, tu vois, etc. Et tu vois, c'est ça l'histoire. Ils sont opposés, ils sont l'opposé d'Amalek. Si tu veux, quand tu vois Bilam, il bénit les nations, enfin, il maudit les nations puisqu'il est béni. En fait, il commence par bénir les descendants de Yitro en disant à travers Akanim par quel mérite il a pu avoir ce mérite-là, etc. Et juste après, il maudit Amalek puisqu'il habitait juste à côté, tu vois. Et il dit en disant Amalek, c'est le premier peuple qui est venu attaquer Israël. Et après, tu vois, on voit bien que Yitro, c'est le premier, quand il entend le matin de Torah ou la sortie d'Égypte, c'est lui qui est le premier qui va amener des corbanotes et qui vient soutenir Israël, alors que, Amalek, c'est le premier qui vient attaquer Israël. Donc, mais en tous les cas, ça veut dire, moi, j'ai l'impression, tu vois, que c'est pratique d'avoir d'avoir des juifs qui ne soient pas israéliens. Je pense que c'est très, très pratique. Tu vois, ça veut dire c'est très important. Je pense que ça veut dire, je pense que voilà, c'est, ça veut dire, il n'y a rien à dire. Je veux dire, c'est sûr, mais bon, maintenant, comme tu dis, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un contre-exemple, mais c'est sûr que voilà, qu'a priori, quand on voit les lois de la Guéroute, ce qui est pris comme exemple, c'est route, et route, c'est vraiment le contraire, quoi. On est d'accord. Arabe, je suis désolé, je dois vous abandonner. Quand est-ce que vous venez en Israël, vous m'avez dit? J'ai lundi et après je repars jeudi, donc je vais être là pendant 3 jours. Je ne sais pas du tout dans quel état je serai, je ne sais pas dans quelle disponibilité je serai, donc je ne vais pas faire des plans. Peut-être que lundi soir ou mardi soir, on peut faire un chiour chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne vais pas garantir, tu vois, parce que je ne sais pas du tout ça va être quoi en plan. Tu vois, c'est ça Alors, si vous vous sentez bien, avec plaisir. Je pense que j'aurai WhatsApp, je pense que tu vois, je ne sais pas quelle est la situation, tu vois, je ne sais pas comment ça fonctionne, même là-bas, au niveau de la télécommunication, comment je vais être. Je ne sais pas si le numéro français, si SFR, ça marche, je ne sais pas ce qui se passe là-bas,
Tu connais, toi, comment est-ce qu'il faut faire si tu restes quelques jours en Israël? Comment il faut. SFR, je ne connais pas. Free, je sais que c'est automatique et gratuit, mais SFR, je ne connais pas. Okay, vous dormez où? Je ne sais pas, ça s'appelle Dan Hotel. Vous avez réservé déjà? Oui, c'est pas moi qui réserve, tu vois, c'est ceux qui organisent le voyage qui ont réservé. Dan Panorama? J'en sais rien, tu vois que je sais, c'est un. Dan Boutique? Tu vois que je sais. Alors, Dan. À côté, tu vois, c'est à côté de. Tu vois, c'est à côté de. Moi, j'ai demandé, parce que je voulais être pas trop loin de la choule, je dois faire le chivo. C'est à côté de la Sophie, non? Je sais pas, t'as une vue, c'est pas loin du Cotel, normalement, tu vois, ça veut dire, normalement, c'est entre. Tu vois, moi, j'ai demandé un truc. Dan Boutique, alors, Dan Boutique. Je crois que je sais, non, je sais, je vais regarder, tu veux, je regarde dans le WhatsApp. Dan Boutique, c'est sur derrière Chevron, c'est ça? Ah non, tu vois que laisse-moi regarder, tu veux que je regarde, j'en sais rien. Rien que de penser à ce voyage, ça me. À un moment donné, là, j'enlève l'enregistrement. J'ai rien que pensé à ça, mais ça fait vraiment le coup d'enregistrer ça. Mais tu vois, d'un côté,